Ladies and gentlemen, I'm extremely sorry because I will make my speech in French. My English is not so good and my Hungarian is, well, non-existing. I'm sorry about that. On a souvent présenté la Première Guerre mondiale comme une grande guerre civile européenne. On l'a aussi présentée comme marquant le véritable début du XXe siècle, un siècle court, disait Eric Hobsbawm, qui s'est achevé en 1989 avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du système soviétique. Ces deux opinions me paraissent justes, mais ce qui est plus fascinant encore, c'est que ce conflit mondial a déterminé toute l'évolution du XXe siècle. En Russie, la guerre permit aux bolcheviks de parvenir au pouvoir. En Allemagne, le national-socialisme, lui aussi fils de la guerre, se nourrira à la fois de la menace soviétique et de l'humiliation imposée aux Allemands par le traité de Versailles. Hors d'Europe, l'avènement du principe de nationalité aboutit à la décolonisation et nous n'avons pas encore fini aujourd'hui de percevoir les conséquences de ces phénomènes. Dans une Europe qui était à peu près restée en paix depuis 1871, le déclenchement du conflit en août 1914 fut accueilli dans tous les pays par des scènes de liesse et d'enthousiasme. Innombrables étaient alors ceux qui attendaient de la guerre, qu'ils pensaient être de courte durée, l'avènement d'une ère nouvelle, la naissance d'un homme nouveau ou régénéré. Le grand sociologue Max Weber déclare à ce moment-là que, quelle qu'en soit l'issue, cette guerre est grande et merveilleuse. En Autriche, Robert Musil lui fait écho en s'exclamant que la guerre est belle et fraternelle. Et Stefan Zweig lui-même se dit transporté d'émotion. Rares sont ceux qui, tel Oswald Spengler, annoncent plutôt le déclin de l'Occident, ou qui, comme l'écrivain français Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, prévoit dès l'ouverture des hostilités que cette guerre européenne sera la plus grande catastrophe de l'histoire depuis des siècles. Ou encore qui, comme l'écrivain anglais David Herbert Lawrence, l'interprète comme une catastrophe menaçant d'achever une civilisation qui tombe en morceaux. 4 ans plus tard, on s'aperçoit au contraire que la Grande Guerre a bel et bien marqué le naufrage de la civilisation moderne, en même temps qu'elle a mis fin aux certitudes sur lesquelles les Européens avaient fondé leur vision de la vie et de l'histoire du monde. La foi optimiste dans le progrès s'est effondrée avec les descriptions de l'enfer des tranchées et des destructions dues aux technologies nouvelles. Le fameux esprit de 1914 n'est plus qu'un souvenir. On parle désormais de déchaînement bestial, de boucherie inutile, de fin d'un monde, d'anéantissement de l'individu par la machine de guerre. Des œuvres littéraires comme le roman Ulysse de l'Irlandais James Joyce, Les derniers jours de l'humanité de l'Autrichien Karl Kraus, les poèmes de la terre vaine de l'Américain Thomas Stearns Eliot, pour ne citer qu'eux, sont autant de témoignages de ce nouvel état d'esprit. À la question « Qui a perdu cette guerre ?», la réponse la plus courante est aussi la plus simple. La Première Guerre mondiale a été perdue par les empires centraux et ce sont les puissances alliées qui en sont sorties victorieuses. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la réalité est plus complexe. D'une certaine manière, en effet, c'est l'Europe tout entière qui est sortie perdante de ce gigantesque conflit mondial. Perte de substance humaine, pour commencer. La guerre qui dura 51 mois a représenté pour les peuples européens une saignée presque sans précédent. En 1918, près de 10 millions de soldats sont morts au combat, ce qui correspond à une moyenne de 6 000 morts par jour. Le nombre des mutilés est 3 fois supérieur. Les veuves et les orphelins se comptent par dizaines de millions,
Sur le seul front de l'Ouest, entre 1914 et 1918, ce sont environ 900 Français et 1300 Allemands qui sont morts chaque jour sans modifier le plus souvent de plus de quelques mètres ou centaines de mètres la ligne de front entre les deux armées. Durant la seule bataille de Verdun de février à juin 1916, 315 000 Français et 281 000 Allemands ont été tués. Au cours des 5 mois suivants, au cours de la bataille de la Somme, 200 000 Français, 450 000 Allemands, 420 000 Anglais trouvèrent la mort, tandis que la ligne de front restait sensiblement inchangée. Depuis des siècles, l'Europe n'avait jamais connu de conflit aussi meurtrier sur une période aussi courte. À cette perte humaine s'ajoutent encore d'autres pertes. Perte d'un modèle de belligérance lié au ius publicum europeum, perte d'influence de l'Europe du point de vue de la géopolitique mondiale, perte d'un modèle politique particulier, le modèle de l'Empire. La Première Guerre mondiale avait commencé comme une guerre traditionnelle. Elle s'acheva comme une guerre transformée par les techniques nouvelles et comme une guerre idéologique comparable aux anciennes guerres de religion auxquelles le traité de Westphalie avait permis de mettre fin. Ce fut d'abord une guerre industrielle. L'industrie de guerre a fabriqué des armes de destruction massive nouvelles, mitrailleuses, artillerie lourde, gaz asphyxiants. De nouveaux engins firent leur apparition avec les sous-marins, les blindés, les avions. La reconnaissance aérienne permit de cartographier les lignes ennemies et d'ajuster les tirs d'artillerie avec plus de précision. Près de 70% des pertes humaines enregistrées au cours de la guerre furent d'ailleurs causées par l'artillerie. Dans ces orages d'acier, l'écrivain allemand Ernst Jünger parlera d'une guerre transformée par la technique, d'une guerre des moyens mécanisés. À partir de 1916, ce n'est plus en effet la volonté humaine qui gouvernait la guerre, mais la guerre elle-même qui assujettissait l'homme à une gigantesque et anonyme technologie de la mort. À l'instar de la modernité industrielle, la modernité technologique dégradait l'homme en l'abaissant au rang d'instrument de la machine. La Grande Guerre, d'autre part, est très vite devenue une Glaubenskrieg, comme disait Werner Sombart, c'est-à-dire une guerre idéologique et religieuse opposant des cultures, des modèles de civilisation et des conceptions du monde opposées. L'idée directrice du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, repose sur une notion alors tout à fait nouvelle, le principe de la culpabilité de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Principe qui permet aux vainqueurs d'imposer aux vaincus des sanctions et des réparations au titre même de leur responsabilité dans le déclenchement des hostilités ou la conduite de la guerre. C'est en d'autres termes la fin de la guerre traditionnelle, née du traité de Westphalie, qui était une guerre à justus hostis, c'est-à-dire une guerre où l'on admettait que l'ennemi que l'on combattait pouvait avoir ses raisons, et le retour à la guerre juste, la guerre à justa causa du Moyen-Âge, où l'ennemi est nécessairement représenté comme l'incarnation du mal. Dans cette optique, la guerre n'a pas seulement opposé les puissances alliées aux empires centraux, mais elle a été la guerre du droit et de la civilisation contre la barbarie. Autrefois, l'ennemi d'hier pouvait devenir l'allié de demain. C'est désormais impossible. L'ennemi est considéré comme un coupable, un criminel qui ne doit pas seulement être vaincu, mais également sanctionné et puni. L'article 212 du traité de Versailles, on le sait, prévoyait d'ailleurs de traduire en justice l'empereur Guillaume II et un certain nombre d'autres dirigeants allemands.
C'est cette même conception de la guerre qui a prévalu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui prévaut encore aujourd'hui dans ces guerres que l'on présente régulièrement comme des guerres humanitaires, c'est-à-dire comme des guerres menées au nom de l'humanité ou comme des opérations de police internationales. Sigmund Freud fut l'un des premiers à remarquer que la guerre de 14-18 ne tenait compte d'aucune des limitations auxquelles on s'astreint en temps de paix et qui forment ce qu'on appelle le droit des gens, soulignant en particulier qu'elle n'a fait aucune distinction entre la partie combattante et la partie non combattante de la population. C'est d'ailleurs à cette époque, significativement, que l'on invente l'expression de guerre totale. Après Freud, le juriste allemand Carl Schmitt soulignera lui aussi les traits caractéristiques de cette nouvelle forme de guerre qui tente à effacer toutes les distinctions traditionnelles entre les combattants et les non-combattants, et les militaires et les civils, l'arrière et le front, et finalement même entre l'état de guerre et l'état de paix. Il est à peine besoin de rappeler ici, à Budapest, la façon tragique dont la Première Guerre mondiale s'est achevée pour la Hongrie. J'en rappellerai cependant les grandes lignes, parce que le sort de la Hongrie et de l'Empire austro-hongrois a aussi déterminé le sort de bien d'autres pays d'Europe. Si l'Allemagne fut à la fin de la guerre sévèrement châtiée, elle conserva malgré tout, pour l'essentiel, son unité politique et économique. L'Autriche-Hongrie, elle, fut mise en pièces et la Hongrie déchiquetée. À la veille du conflit, l'Empire austro-hongrois était encore une puissance économique et politique européenne de tout premier plan. La Hongrie comprenait 20 millions d'habitants répartis sur plus de 325 000 km². L'Empire austro-hongrois fut officiellement dissous le 11 novembre 1918. 5 jours plus tard, la République était proclamée, mais elle fut renversée dès mars 1919 par les communistes dirigés par Béla Kun. Après le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919, le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920, eut pour la Hongrie des conséquences désastreuses. Tandis que l'Autriche était contrainte d'abandonner la Galicie à la Pologne, la Bohême, la Moravie et la Silésie à la Tchécoslovaquie, le Trentin à l'Istrie à l'Italie, la Bucovine à la Roumanie, la Slovénie, la Bosnie, l'Herzégovine et la Dalmatie à la Yougoslavie, la Hongrie dut céder la Croatie à la Yougoslavie, la Transylvanie à la Roumanie, la Slovaquie et la Ruthénie subcarpatique à la Tchécoslovaquie. Sur les 325 000 km² qu'elle comportait avant la guerre, 232 000 furent distribués à l'Autriche, à la Roumanie, à la Serbie ainsi qu'à la Bohême. Après le traité de Trianon, elle ne comptait donc plus que 92 962 km². Elle perdait aussi, sans compensation, 58% de son réseau ferroviaire, 43% de ses terres cultivables et 83% de ses ressources en minerais de fer. Également frappée par de lourdes sanctions financières, elle se voyait enfin privée de son débouché maritime via la Croatie. Ces cessions territoriales permirent la création de 2 nouveaux États parfaitement artificiels. La suite des événements jusqu'à nos jours le démontrera amplement. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, 2 États qui, avec la Roumanie, s'associeront à la France en 1921. Parallèlement, on le sait, le sort de l'Empire ottoman sera réglé au traité de Sèvres du 11 août 1920, dont la disposition principale sera de réduire la Turquie au seul plateau anatolien. Après ces découpages, plus de la moitié de la population hongroise de souche magyare se retrouve à vivre hors de la Hongrie, sous nationalité roumaine, tchécoslovaque ou yougoslave, tandis que la majorité de sa population se composait désormais de Slovaques, de Roumains et de Croates. Au moment de la défaite, Serbes, Tchèques et Roumains firent pression sur les vainqueurs pour obtenir le maximum de découpage de la Hongrie. Dès novembre 1918,
le gouvernement français faisait parvenir au président Wilson une note évoquant les discussions préliminaires de paix avec l'Allemagne, note dans laquelle on pouvait lire que, pour ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, la question ne se pose même pas puisque cette puissance a disparu. Dans les zones contestées, les arbitrages, lorsqu'il y en eut, furent systématiquement conclus au détriment des Hongrois. Ce sont des géographes français et anglo-saxons qui tracèrent les nouvelles frontières de la Hongrie. On le sait, c'est au nom du principe des nationalités dont le président Wilson se faisait le défenseur que l'Empire austro-hongrois fut ainsi rayé de la carte. Thomas Woodrow Wilson, fils d'un pasteur presbytérien, était né en Virginie en décembre 1856. Élu gouverneur du New Jersey en 1911, il fut désigné comme candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle de novembre 1912, qu'il remporta avec une majorité assez confortable face au républicain Theodore Roosevelt. Il est réélu en 1916, restant ainsi à la tête des États-Unis durant la période particulièrement cruciale de la fin de la Première Guerre mondiale. Intellectuellement, c'est un authentique héritier des pères fondateurs des États-Unis. Comme beaucoup de ses compatriotes, il est convaincu de la mission universelle des États-Unis d'Amérique, mission à la fois politique et morale, dont le journaliste John O'Sullivan a exposé les grandes lignes dans son célèbre essai sur la destinée manifeste, Manifest Destiny, de l'Amérique. Calviniste, il regarde les Américains comme un nouveau peuple élu de Dieu, à qui il revient de dominer le monde pour le régénérer en lui imposant son modèle particulier. Cette vision idéologique et manichéenne lui interdit de penser le monde dans sa complexité. Le 27 mai 1916, parlant devant la League to Enforce Peace, Wilson avait déjà exposé son programme. Fin de la politique européenne de l'équilibre des puissances, fin de la diplomatie secrète, création d'une société des nations, liberté du commerce. Le 22 janvier 1917, quelques mois avant l'entrée en guerre de son pays, il se prononce pour une paix sans annexion, fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Son idée est en fait d'utiliser ce droit pour saper les fondements des empires centraux vis-à-vis desquels son aversion n'a cessé de se renforcer. Le 8 janvier 1918, il expose à nouveau ses vues sur l'Europe dans ses célèbres 14 points. Or, c'est précisément en se référant à ces 14 points qu'en octobre 1918, l'Allemagne adresse à Washington une note concernant le rétablissement de la paix. Le gouvernement allemand, y est-il précisé, accepte comme base pour les négociations de paix le programme fixé par le président des États-Unis d'Amérique dans son message au Congrès du 8 janvier 1918. Cet appel à l'arbitrage des États-Unis revenait à confier le sort de l'Europe entière à l'Amérique. De fait, ce ne sont pas seulement les vaincus qui vont pâtir de leur défaite, mais l'ancien ordre européen tout entier qui va s'effondrer, tandis qu'en 1919, la Société des Nations se met en place. Pour le président Wilson, nous l'avons dit, l'indépendance des nationalités est avant tout un moyen de provoquer le démantèlement des empires. Prétendant redessiner la carte de l'Europe au nom de la justice et en prévision d'un avenir radieux, il rassemble en réalité, comme jamais dans le passé, des motifs de haine et des occasions de conflit. Allemands de Haute-Silésie, de Danzig et des Sudètes, Slovaques annexés à la Tchécoslovaquie, Hongrois de Transylvanie livrés à la Roumanie, Autrichiens du Sud-Tyrol rattachés à l'Italie, Croates, Slovènes, Bosniaques et Macédoniens annexés à la Yougoslavie, très vite, des craquements vont apparaître, annonciateurs de catastrophes. C'est pour cela que l'Europe va se retrouver, elle aussi, ruinée, détruite, morcelée, à l'image de l'ancien empire austro-hongrois. Wilson pensait aussi que la mise en place de la Société des Nations assurerait à tous les peuples une coexistence pacifique, la nouvelle institution étant censée résoudre, avec des méthodes rationnelles, les tensions et les conflits internationaux. Ce fut une nouvelle illusion.
Sur le plan géopolitique, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la puissance anglaise est renforcée par rapport aux puissances continentales, mais ce sont surtout les États-Unis, jusqu'alors restés neutres, qui se sont retrouvés renforcés et enrichis comme ils ne l'avaient jamais été auparavant, tandis que l'Europe dans son ensemble devenait un ensemble de seconde zone. 3 empires séculaires disparaissent donc lorsque s'achève la Première Guerre mondiale: l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe et l'Empire ottoman. Cette disparition a fait perdre à l'Europe une forme politique originale qui, durant une grande partie de son histoire, avait constamment concurrencé l'État-nation, celle de l'Empire. Lorsque l'on examine l'histoire politique européenne, on constate en effet que l'Europe a été le lieu où se sont élaborés, développés et affrontés 2 grands modèles de communauté ou de société politique, la nation précédée par le royaume et l'empire. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'empire de la nation ? C'est d'abord le fait que l'empire n'est pas avant tout un territoire, mais fondamentalement un principe ou une idée. L'ordre politique y est en effet déterminé non par des facteurs matériels ou par la possession d'une étendue géographique, mais par une idée spirituelle ou politico-juridique. Ce serait donc une erreur de s'imaginer que l'empire diffère de la nation avant tout par la taille, qu'il est en quelque sorte une nation plus grande que les autres. Certes, par définition, un empire couvre une large superficie, mais l'essentiel n'est pas là. La distinction est courante au Moyen Âge entre la notion d'auctoritas, de supériorité morale et spirituelle, et celle de potestas, simple pouvoir politique public s'exerçant par des moyens légaux. Dans l'Empire médiéval, comme dans le Saint-Empire, cette distinction sous-tend la dissociation entre l'autorité propre à la fonction impériale et l'autorité que détient l'empereur comme souverain d'un peuple particulier. Charlemagne, par exemple, est d'une part empereur, d'autre part roi des Lombards et des Francs. L'allégeance à l'empereur n'est donc pas soumission à un peuple ou à un pays particulier. Dans l'Empire austro-hongrois, la fidélité à la dynastie des Habsbourg l'emporte sur les liens de caractère national ou confessionnel. La nation, au contraire, trouve son origine dans la prétention du royaume à s'attribuer des prérogatives de souveraineté en les rapportant non plus à un principe, mais à un territoire. On peut en placer le point de départ dans le partage de l'Empire carolingien au traité de Verdun. C'est à ce moment-là, en effet, que la France et l'Allemagne, si l'on peut dire, commencent des destinées séparées. Par la suite, au milieu du XIIIe siècle, les légistes formulent la doctrine selon laquelle le roi de France, ne reconnaissant au temporel personne au-dessus de lui, est exempt de l'Empire. En s'affirmant empereur en son royaume, rex imperator in regno suo, le roi oppose sa souveraineté territoriale à la souveraineté spirituelle de l'Empire, sa puissance purement temporelle au pouvoir spirituel impérial. Au XVIe siècle, la formule du roi empereur en son royaume se trouvera directement associée à la nouvelle conception de la souveraineté que théorise Jean Bodin et qui servira de base à l'absolutisme monarchique. Alors que la nation cherche à faire se correspondre le peuple et l'État, l'Empire associe des peuples différents. Sa loi générale est celle de l'autonomie et du respect de la diversité. L'Empire vise à unifier à un niveau supérieur sans supprimer la diversité des cultures, des ethnies et des peuples. Il constitue un tout dont les parties peuvent être d'autant plus autonomes que ce qui les réunit est plus solide. Ces parties restent organiques et différenciées. L'Empire s'appuie par là beaucoup plus sur les peuples que sur l'État. Il cherche à les associer à une communauté de destin sans les réduire à l'identique. L'Empire austro-hongrois, pour ne citer que lui, a fonctionné avec une grande efficacité pendant une longue période, alors que l'addition des minorités formait la majorité de sa population et qu'il associait aussi bien des Italiens et des Roumains que des Juifs, des Serbes, des Ruthènes, des Allemands, des Polonais, des Tchèques, des Croates et des Hongrois. Ce qui caractérise au contraire le royaume national,
c'est son irrésistible tendance à la centralisation et à l'homogénéisation. L'investissement de l'espace par l'État-nation se manifeste d'abord par la délimitation d'un territoire sur lequel s'exerce une souveraineté politique homogène. Cette homogénéité se donne à saisir, dans un premier temps, à travers le droit. L'unité territoriale résulte de l'uniformité des normes juridiques. Dans l'Empire, une même citoyenneté associe des nationalités différentes. Dans la nation, les deux termes de citoyenneté et de nationalité sont au contraire synonymes. C'est à cette notion d'empire que j'aimerais me référer en conclusion. Entre 1914 et 1918, des millions d'Européens sont morts pour conserver l'indépendance et la souveraineté de leur pays, indépendance et souveraineté qui sont aujourd'hui toujours menacées, mais d'une façon différente et par des puissances nouvelles, que ce soit les institutions européennes ou les oligarchies financières et économiques internationales impliquées dans l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Dans ce contexte, il vaut peut-être la peine de réfléchir au modèle de l'Empire dont le principe premier était celui du nécessaire respect de la diversité des cultures et de l'identité des peuples. Je vous remercie. On l'a aussi présenté comme marquant le véritable début du XXe siècle, un siècle court, disait Eric Hobsbawm, qui s'est achevé en 1989 avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du système soviétique. Ces deux opinions me paraissent justes, mais ce qui est plus fascinant encore, c'est que ce conflit mondial a déterminé toute l'évolution du XXe siècle. En Russie, la guerre permit aux bolcheviks de parvenir au pouvoir. En Allemagne, le national-socialisme, lui aussi fils de la guerre, se nourrira à la fois de la menace soviétique et de l'humiliation imposée aux Allemands par le traité de Versailles. Hors d'Europe, l'avènement du principe de nationalité aboutit à la décolonisation et nous n'avons pas encore fini aujourd'hui de percevoir les conséquences de ces phénomènes. Dans une Europe qui était à peu près restée en paix depuis 1871, le déclenchement du conflit en août 1914 fut accueilli dans tous les pays par des scènes de liesse et d'enthousiasme. Innombrables étaient alors ceux qui attendaient de la guerre, qu'ils pensaient être de courte durée, l'avènement d'une ère nouvelle, la naissance d'un homme nouveau ou régénéré. Le grand sociologue Max Weber déclare à ce moment-là que, quelle qu'en soit l'issue, cette guerre est grande et merveilleuse. En Autriche, Robert Musil lui fait écho en s'exclamant que la guerre est belle et fraternelle. Et Stefan Zweig lui-même se dit transporté d'émotion. Rares sont ceux qui, tel Oswald Spengler, annoncent plutôt le déclin de l'Occident, ou qui, comme l'écrivain français Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, prévoit dès l'ouverture des hostilités que cette guerre européenne sera la plus grande catastrophe de l'histoire depuis des siècles. Ou encore qui, comme l'écrivain anglais David Herbert Lawrence, l'interprète comme une catastrophe menaçant d'achever une civilisation qui tombe en morceaux. 4 ans plus tard, on s'aperçoit au contraire que la Grande Guerre a bel et bien marqué le naufrage de la civilisation moderne, en même temps qu'elle a mis fin aux certitudes sur lesquelles les Européens avaient fondé leur vision de la vie et de l'histoire du monde. La foi optimiste dans le progrès s'est effondrée avec les descriptions de l'enfer des tranchées et des destructions dues aux technologies nouvelles. Le fameux esprit de 1914 n'est plus qu'un souvenir. On parle désormais de déchaînement bestial, de boucherie inutile. La Hongrie, elle, fut mise en pièces et la Hongrie déchiquetée. À la veille du conflit, l'Empire austro-hongrois était encore une puissance économique et politique européenne de tout premier plan. La Hongrie comprenait 20 millions d'habitants répartis sur plus de 325 000 km².
L'Empire austro-hongrois fut officiellement dissous le 11 novembre 1918. 5 jours plus tard, la République était proclamée, mais elle fut renversée dès mars 1919 par les communistes dirigés par Béla Kun. Après le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919, le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920, eut pour la Hongrie des conséquences désastreuses. Tandis que l'Autriche était contrainte d'abandonner la Galicie à la Pologne, la Bohême, la Moravie et la Silésie à la Tchécoslovaquie, le Trentin à l'Istrie à l'Italie, la Bucovine à la Roumanie, la Slovénie, la Bosnie, l'Herzégovine et la Dalmatie à la Yougoslavie, la Hongrie dut céder la Croatie à la Yougoslavie, la Transylvanie à la Roumanie, la Slovaquie et la Ruthénie subcarpatique à la Tchécoslovaquie. Sur les 325 000 km² qu'elle comportait avant la guerre, 232 000 furent distribués à l'Autriche, à la Roumanie, à la Serbie ainsi qu'à la Bohême. Après le traité de Trianon, elle ne comptait donc plus que 92 962 km². Elle perdait aussi, sans compensation, 58% de son réseau ferroviaire, 43% de ses terres cultivables et 83% de ses ressources en minerais de fer. Également frappée par de lourdes sanctions financières, elle se voyait enfin privée de son débouché maritime via la Croatie. Ces cessions territoriales permirent la création de 2 nouveaux États parfaitement artificiels. La suite des événements jusqu'à nos jours le démontrera amplement. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, 2 États qui, avec la Roumanie, s'associeront à la France en 1921. Parallèlement, on le sait, le sort de l'Empire ottoman sera réglé au traité de Sèvres du 11 août 1920, dont la disposition principale sera de réduire la Turquie au seul plateau anatolien. Après ces découpages, plus de la moitié de la population hongroise de souche magyare se retrouve à vivre hors de la Hongrie, sous nationalité roumaine, tchécoslovaque ou yougoslave, tandis que la majorité de sa population se composait désormais de Slovaques, de Roumains et de Croates. Au moment de la défaite, Serbes, Tchèques et Roumains ou politico-juridiques. Ce serait donc une erreur de s'imaginer que l'Empire diffère de la nation avant tout par la taille, qu'il est en quelque sorte une nation plus grande que les autres. Certes, par définition, un empire couvre une large superficie, mais l'essentiel n'est pas là. La distinction est courante au Moyen Âge entre la notion d'auctoritas, de supériorité morale et spirituelle, et celle de potestas, simple pouvoir politique public s'exerçant par des moyens légaux. Dans l'Empire médiéval, comme dans le Saint-Empire, cette distinction sous-tend la dissociation entre l'autorité propre à la fonction impériale et l'autorité que détient l'empereur comme souverain d'un peuple particulier. Charlemagne, par exemple, est d'une part empereur, d'autre part roi des Lombards et des Francs. L'allégeance à l'empereur n'est donc pas soumission à un peuple ou à un pays particulier. Dans l'Empire austro-hongrois, la fidélité à la dynastie des Habsbourg l'emporte sur les liens de caractère national ou confessionnel. La nation, au contraire, trouve son origine dans la prétention du royaume à s'attribuer des prérogatives de souveraineté en les rapportant non plus à un principe, mais à un territoire. On peut en placer le point de départ dans le partage de l'Empire carolingien au traité de Verdun. C'est à ce moment-là, en effet, que la France et l'Allemagne, si l'on peut dire, commencent des destinées séparées. Par la suite, au milieu du XIIIe siècle, les légistes formulent la doctrine selon laquelle le roi de France, ne reconnaissant au temporel personne au-dessus de lui, est exempt de l'Empire. En s'affirmant empereur en son royaume, Rex imperator in regno suo, le roi oppose sa souveraineté territoriale à la souveraineté spirituelle de l'Empire, sa puissance purement temporelle au pouvoir spirituel impérial. Au XVIe siècle, la formule du roi empereur en son royaume se trouvera directement associée à la nouvelle conception de la souveraineté que théorise Jean Bodin et qui servira de base
à l'absolutisme monarchique. Alors que la nation cherche à faire se correspondre le peuple et l'État, l'Empire associe des peuples différents. Sa loi générale est celle de l'autonomie et du respect de la diversité. L'Empire vise à unifier à un niveau supérieur sans supprimer la diversité des cultures, des ethnies et des peuples. Il constitue un tout dont les parties peuvent être d'autant plus autonomes que ce qui les réunit est plus solide. Ces parties restent organiques et différenciées. L'Empire s'appuie par là beaucoup plus sur les peuples que sur l'État. Il cherche à les associer à une... Les veuves et les orphelins se comptent par dizaines de millions. Sur le seul front de l'Ouest, entre 1914 et 1918, ce sont environ 900 Français et 1300 Allemands qui sont morts chaque jour sans modifier le plus souvent de plus de quelques mètres ou centaines de mètres la ligne de front entre les deux armées. Durant la seule bataille de Verdun, de février à juin 1916, 315 000 Français et 281 000 Allemands ont été tués. Au cours des 5 mois suivants, au cours de la bataille de la Somme, 200 000 Français, 450 000 Allemands, 420 000 Anglais trouvèrent la mort, tandis que la ligne de front restait sensiblement inchangée. Depuis des siècles, l'Europe n'avait jamais connu de conflit aussi meurtrier sur une période aussi courte. À cette perte humaine s'ajoutent encore d'autres pertes. Perte d'un modèle de belligérance lié au ius publicum europeum, perte d'influence de l'Europe du point de vue de la géopolitique mondiale, perte d'un modèle politique particulier, le modèle de l'Empire. La Première Guerre mondiale avait commencé comme une guerre traditionnelle. Elle s'acheva comme une guerre transformée par les techniques nouvelles et comme une guerre idéologique comparable aux anciennes guerres de religion auxquelles le traité de Westphalie avait permis de mettre fin. Ce fut d'abord une guerre industrielle. L'industrie de guerre a fabriqué des armes de destruction massive nouvelles, mitrailleuses, artillerie lourde, gaz asphyxiants. De nouveaux engins firent leur apparition avec les sous-marins, les blindés, les avions. La reconnaissance aérienne permit de cartographier les lignes ennemies et d'ajuster les tirs d'artillerie avec plus de précision. Près de 70% des pertes humaines enregistrées au cours de la guerre furent d'ailleurs causées par l'artillerie. Dans ces orages d'acier, l'écrivain allemand Ernst Jünger parlera d'une guerre transformée par la technique, d'une guerre des moyens mécanisés. À partir de 1916, ce n'est plus en effet la volonté humaine qui gouvernait la guerre, mais la guerre elle-même qui assujettissait l'homme à une gigantesque et anonyme technologie de la mort. À l'instar de la modernité industrielle, la modernité technologique dégradait l'homme en l'abaissant son modèle particulier. Cette vision idéologique et manichéenne lui interdit de penser le monde dans sa complexité. Le 27 mai 1916, parlant devant la League to Enforce Peace, Wilson avait déjà exposé son programme. Fin de la politique européenne de l'équilibre des puissances, fin de la diplomatie secrète, création d'une société des nations, liberté du commerce. Le 22 janvier 1917, quelques mois avant l'entrée en guerre de son pays, il se prononce pour une paix sans annexion, fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Son idée est en fait d'utiliser ce droit pour saper les fondements des empires centraux vis-à-vis desquels son aversion n'a cessé de se renforcer. Le 8 janvier 1918, il expose à nouveau ses vues sur l'Europe dans ses célèbres 14 points. Or, c'est précisément en se référant à ces 14 points qu'en octobre 1918, l'Allemagne adresse à Washington une note concernant le rétablissement de la paix. Le gouvernement allemand, y est-il précisé, accepte comme base pour les négociations de paix le programme fixé par le président des États-Unis d'Amérique
dans son message au Congrès du 8 janvier 1918. Cet appel à l'arbitrage des États-Unis revenait à confier le sort de l'Europe entière à l'Amérique. De fait, ce ne sont pas seulement les vaincus qui vont pâtir de leur défaite, mais l'ancien ordre européen tout entier qui va s'effondrer, tandis qu'en 1919, la Société des Nations se met en place. Pour le président Wilson, nous l'avons dit, l'indépendance des nationalités est avant tout un moyen de provoquer le démantèlement des empires. Prétendant redessiner la carte de l'Europe au nom de la justice et en prévision d'un avenir radieux, il rassemble en réalité, comme jamais dans le passé, des motifs de haine et des occasions de conflit. Allemands de Haute-Silésie, de Danzig et des Sudètes, Slovaques annexés à la Tchécoslovaquie, Hongrois de Transylvanie livrés à la Roumanie, Autrichiens du Sud-Tyrol rattachés à l'Italie, Croates, Slovènes, Bosniaques et Macédoniens annexés à la Yougoslavie, très vite, des craquements vont apparaître, annonciateurs de catastrophes. C'est pour cela que l'Europe va se retrouver, elle aussi, ruinée, détruite, morcelée, à l'image de l'ancien empire austro-hongrois. Wilson pensait aussi que la mise en place de la Société des Nations assurerait à tous les peuples une coexistence pacifique, la nouvelle institution étant censée résoudre, avec des méthodes rationnelles, les tensions et les conflits internationaux. Ce fut une nouvelle mondiale, perte d'un modèle politique particulier, le modèle de l'Empire. La Première Guerre mondiale avait commencé comme une guerre traditionnelle. Elle s'acheva comme une guerre transformée par les techniques nouvelles et comme une guerre idéologique comparable aux anciennes guerres de religion auxquelles le traité de Westphalie avait permis de mettre fin. Ce fut d'abord une guerre industrielle. L'industrie de guerre a fabriqué des armes de destruction massive nouvelles, mitrailleuses, artillerie lourde, gaz asphyxiants. De nouveaux engins firent leur apparition avec les sous-marins, les blindés, les avions. La reconnaissance aérienne permit de cartographier les lignes ennemies et d'ajuster les tirs d'artillerie avec plus de précision. Près de 70% des pertes humaines enregistrées au cours de la guerre furent d'ailleurs causées par l'artillerie. Dans ces orages d'acier, l'écrivain allemand Ernst Jünger parlera d'une guerre transformée par la technique, d'une guerre des moyens mécanisés. À partir de 1916, ce n'est plus en effet la volonté humaine qui gouvernait la guerre, mais la guerre elle-même qui assujettissait l'homme à une gigantesque et anonyme technologie de la mort. À l'instar de la modernité industrielle, la modernité technologique dégradait l'homme en l'abaissant au rang d'instrument de la machine. La Grande Guerre, d'autre part, est très vite devenue une Glaubenskrieg, comme disait Werner Sombart, c'est-à-dire une guerre idéologique et religieuse opposant des cultures, des modèles de civilisation et des conceptions du monde opposées. L'idée directrice du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, repose sur une notion alors tout à fait nouvelle, le principe de la culpabilité de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Principe qui permet aux vainqueurs d'imposer aux vaincus des sanctions et des réparations au titre même de leur responsabilité dans le déclenchement des hostilités ou la conduite de la guerre. C'est en d'autres termes la fin de la guerre traditionnelle, née du traité de Westphalie, qui était une guerre à justus hostis, c'est-à-dire une guerre où l'on admettait que l'ennemi que l'on combattait pouvait avoir ses raisons, et le retour à la guerre juste, la guerre à justa causa du Moyen-Âge.